Je m'appelle Jules, j'ai 29 ans. Quand j'ouvre les yeux, tout est flou. L'air est lourd, salé. Je sens le sable sous mes doigts, un sable humide et froid. Une douleur sourde irradie dans mon épaule gauche, peut-être que je me suis blessé en tombant. Autour de moi, des débris, des morceaux de siège, des valises éventrées, un bout d'aile qui s'enfonce dans le sable comme un monstre gisant. Mon cœur tambourine à m'en briser les côtes. Je viens de survivre à un crash. Avant, ma vie était étonnamment banale. Employé dans une compagnie de fret, je passais mes journées à gérer des chargements, organiser des départs. Ce vol était censé être une mission comme une autre, une livraison spéciale, un chargement important pour un client que je ne rencontrerai jamais. Je n'aurais jamais imaginé que ma routine finirait ici, sur une île isolée, entourée de ruines d'un avion désormais inutile. Le crash me revient en mémoire par vagues, chaque détail me frappant comme une gifle. Les turbulences soudaines, les hurlements des passagers, la peur palpable dans l'air. Le cockpit s'était plongé dans l'obscurité. Les écrans éteints comme si l'avion lui-même s'était rendu. Puis l'impact, ce bruit sourd, terrifiant, suivi par le silence. Un silence si total que j'avais cru que tout était fini. J'avais cru que j'étais mort. Quelques semaines plus tôt, ma vie avait déjà été bouleversée. J'avais perdu ma mère, une perte qui m'avait laissé vide, déconnecté. Cette douleur m'avait poussé à accepter ce contrat. Partir loin, fuir cette maison devenue trop silencieuse. Mais aujourd'hui, je me demande si ce choix n'était pas une erreur fatale. Ce vol, cette fuite m'ont mené ici, dans cet enfer. Sur la plage, je ne suis pas seul. 3 autres survivants émergent lentement des débris, chacun semblant sortir d'un cauchemar. Max, le pilote, un homme d'une quarantaine d'années au visage creusé, s'éloigne du cockpit en boitant légèrement. Ses yeux, pourtant calmes, trahissent une fatigue immense. Inès, une jeune femme d'à peine 25 ans, observe les environs avec méfiance. Ses lunettes glissent sur son nez qu'elle essuie nerveusement. Elle murmure qu'elle est étudiante en zoologie. Lucas, un homme de 35 ans, serre contre lui son téléphone portable, à présent inutile. Ses mains tremblent et son regard ne quitte pas l'écran fissuré. Max murmure qu'il a réussi à poser l'avion tant bien que mal. Il semble accablé par la responsabilité, comme si chaque vie sauvée était un poids sur ses épaules. Inès s'inquiète pour la faune locale, décrivant rapidement les dangers que certaines îles peuvent cacher. Lucas, lui, est figé, incapable de se défaire de son état de choc. Je sens que ce groupe est fragile, tenu ensemble uniquement par le besoin urgent de survivre. L'île est belle, mais elle ne pardonnera pas. Le sable doré, les palmiers et la mer turquoise cachent un danger latent. Inès, accroupie près d'une plante aux feuilles rougeoyantes, nous avertit. Certaines peuvent être mortelles au simple toucher. Max, fixant l'horizon, remarque que le climat est instable. Le ciel, d'un bleu limpide un instant plus tôt, commence déjà à se couvrir de nuages gris menaçants. Nous avons peu d'eau, seulement quelques bouteilles récupérées dans les bagages éventrés. Presque pas de nourriture. Aucun moyen de contacter l'extérieur. Chaque heure qui passe nous rapproche de la déshydratation, de l'épuisement. Mais pour l'instant, le plus urgent semble être de comprendre cette île. Qu'elle cache quelque chose de dangereux, c'est une certitude. Reste à savoir quoi. Je m'appuie contre un débris, cherchant à calmer ma respiration. Mon esprit oscille entre la peur et la logique. Je me dis que paniquer ne servira à rien, que je dois rester rationnel pour rassurer les autres. Mais à l'intérieur, c'est un chaos total. Chaque bruit dans la jungle me fait sursauter. Le cri d'un oiseau ressemble à un avertissement. Le vent dans les feuillages semble chuchoter des menaces. J'essaie de me convaincre que tout ira bien. Si on garde la tête froide, on s'en sortira. Pourtant, chaque fibre de mon être hurle que cette île est une prison. Une prison où chaque décision compte, où l'erreur ne pardonne pas. On forme un cercle improvisé autour d'un morceau d'aile qui fait office de table. Max insiste sur la priorité, construire un abri avant la tombée de la nuit. On ne sait pas ce que cette île nous réserve, mais mieux vaut être préparé. Inès, de son côté, veut explorer la jungle. Elle explique que trouver de l'eau est crucial si on veut survivre plus de quelques jours. Lucas reste silencieux, ses yeux rivés au sable devant lui. Je prends la parole, mon ton se veut ferme. D'accord avec Max, si on n'a pas un abri pour la nuit, on risque gros. Mais il faut également trouver de l'eau, peut-être qu'on peut se diviser? Le plan est posé. Max et Lucas resteront sur la plage pour commencer à monter une structure. Inès et moi explorerons les abords de la jungle pour chercher une source d'eau. L'accord est tacite, mais les tensions sont palpables. Alors qu'on se prépare à partir, un souvenir me traverse. Mon père, marin chevronné, me racontait souvent des histoires de survie en mer. Il disait toujours « Si tu es coincé sur une île, regarde les oiseaux. Ils savent où trouver de l'eau douce. » Cette pensée, si simple, m'apaise un instant. Je partage l'astuce avec Inès, qui acquiesce gravement. Ces réminiscences sont ma bouée de sauvetage. Elle me rappelle que j'ai peut-être les outils pour m'en sortir, qu'il y a encore de l'espoir, aussi maigre soit-il. Avant de quitter la plage, on inspecte les débris de l'avion. On trouve une lampe torche ébréchée, quelques cordes et une trousse de secours partiellement intacte.
C'est maigre, mais ça pourrait faire la différence. Je mets la lampe dans mon sac improvisé, fait d'un morceau de tissu arraché à un siège. Je propose à Inès de rester près des bordures de la jungle pour ne pas se perdre. Elle acquiesce. Max nous regarde partir avec un air grave comme s'il n'était pas sûr de nous revoir. Lucas, lui, ne lève même pas les yeux. Nos chaussures enfoncent le sable chaud alors que nous approchons de la lisière de la jungle. Inès porte une branche qu'elle a taillée pour en faire une sorte de bâton. J'ai gardé un morceau de tôle, lourd mais potentiellement utile en cas de danger. Chaque pas est calculé. La chaleur nous écrase, mais l'ombre des arbres offre un répit relatif. Le silence est pesant, entrecoupé par des bruits inconnus qui nous glacent le sang. J'essaie de me concentrer sur le plan. Trouver une source d'eau, revenir avant la tombée de la nuit. C'est simple en théorie, mais ici, rien ne l'est. Alors que nous progressons, Inès s'arrête soudain. Elle pointe un petit arbre fruitier, ses branches chargées de fruits rouges. On dirait des baies comestibles, mais il faut faire attention. Certaines variétés sont toxiques. Je m'approche pour examiner les fruits, mais elle me retient. On doit tester d'abord, pas de risques inutiles. Dans un murmure, elle explique qu'elle a déjà étudié ce type de plante lors d'un voyage au Costa Rica. Sa connaissance me rassure un peu. Pourtant, l'angoisse reste là. Nous sommes vulnérables, à la merci d'un faux pas. Nous continuons notre marche, mais un obstacle inattendu surgit. Un bruit sourd, presque un grognement, se fait entendre à quelques mètres. Nous nous figeons, retenant notre souffle. Dans les buissons, quelque chose bouge. Mon cœur bat si fort que je crains qu'il nous trahisse. Inès m'attrape par le bras et chuchote. Pas de mouvement brusque. Attends, un animal massif sort des fourrés. Ses yeux jaunes nous fixent un instant avant de repartir. Nous restons immobiles jusqu'à être sûrs qu'il est loin. Je réalise que chaque pas dans cette jungle peut être le dernier. Cette île ne nous veut pas vivants. Au bout d'une clairière, nous tombons sur ce qui semble être un camp abandonné. Une tente effondrée, des restes de feu de camp et des boîtes de conserve rouillées jonchent le sol. Mon souffle s'accélère. Inès découvre un carnet trempé mais encore lisible. Les pages parlent d'étranges vents nocturnes et de créatures tapies dans l'ombre. Ils viennent la nuit, peut-on lire. Un frisson me parcourt. Quelqu'un d'autre a été piégé ici avant nous. Mais où sont-ils passés? Inès murmure « Ce n'est pas bon signe. Nous avons l'impression d'être observés. » De retour sur la plage, le carnet suscite un débat. Max le lit attentivement, son visage sombre. Si ces notes sont vraies, nous devons nous préparer à affronter quelque chose de pire que la faim ou la soif. Lucas, déjà paniqué, perd le peu de calme qu'il avait. Il hurle que nous sommes condamnés. Je tente de raisonner le groupe. Nous devons rester unis, même si les mots du carnet résonnent en moi comme un avertissement funeste. Inès propose de classifier les plantes trouvées, tandis que Max décide de renforcer notre camp. On ne peut plus se permettre d'explorer sans précaution, dis-je en regardant Max. Nous décidons d'ériger une barricade rudimentaire autour de notre camp, utilisant les débris de l'avion. Max veut aussi bricoler un émetteur radio espérant capter un signal. Inès, de son côté, examine méticuleusement les plantes toxiques pour les éviter à l'avenir. Tout semble à la fois fragile et essentiel. Chacun s'occupe à sa manière pour tenter d'échapper à cette île qui semble vouloir notre peau. La nuit tombe. Autour du feu de camp, l'atmosphère se relâche un peu. Max confie qu'il n'est pas un pilote professionnel, mais un amateur passionné qui transportait un chargement en secret pour arrondir ses fins de mois. Inès raconte son projet d'étudier les écosystèmes tropicaux, un rêve qu'elle n'avait jamais imaginé vivre dans de telles conditions. Lucas, après un long silence, avoue qu'il regrette de ne pas avoir dit au revoir à sa famille avant d'embarquer. Ces confidences créent un lien fragile. Pour la première fois, nous ne sommes pas juste des survivants, mais des individus avec des histoires, des peurs et des espoirs. Je me réveille en sursaut au milieu de la nuit, tremblant. Dans mon cauchemar, le crash recommence, mais cette fois je suis seul dans l'avion. Je revois les visages des passagers que je n'ai pas pu sauver, leurs regards accusateurs. Une culpabilité oppressante m'envahit. Pourquoi ai-je survécu alors que non? Je sors prendre l'air, le feu vacillant éclaire faiblement la plage. Je me dis que je dois transformer cette culpabilité en détermination. Survivre n'est pas seulement une question de chance, c'est un choix. Un orage violent s'abat sur l'île. Le vent menace de renverser nos abris précaires. Les débris d'avion sont projetés comme des projectiles. Lucas panique, criant que nous allons tous mourir. Inès aperçoit une grotte à quelques centaines de mètres. Nous décidons de fuir. La pluie nous aveugle, le vent hurle. Chaque pas dans la boue glissante est un combat. Max se blesse à la cheville en tombant, mais nous parvenons à l'entraîner jusqu'à la grotte. Alors que nous atteignons l'entrée de la grotte, une créature surgit de la jungle. Elle est sensible, ses yeux jaunes brillent dans l'obscurité. Je saisis un bâton tremblant de peur. L'animal grogne puis bondit, je frappe de toutes mes forces. Le choc résonne dans mes bras, mais la bête recule puis disparaît dans l'ombre. Mon souffle est court, mon corps tremble, mais nous sommes vivants. Dans la grotte, nous sommes trempés, épuisés. Max grimace de douleur, sa cheville enfle. Lucas pleure silencieusement.
Inès inspecte les alentours, assurant que la grotte est sûre pour l'instant. Je réalise que nous avons franchi une étape critique. Cette île n'est pas qu'une simple terre hostile. Elle est vivante, prédatrice. Nous devons redoubler de vigilance. Je prends conscience que je ne suis plus la même personne qu'avant le crash. Avant, j'étais passif, laissant la vie me porter. Maintenant, je me bats, pour moi, pour eux. La peur est toujours là, mais elle ne me paralyse plus. Cette épreuve m'a transformé. Survivre n'est pas qu'une question de chance, c'est une série de décisions, de sacrifices, d'espoir. Lucas propose de réparer un canot moteur trouvé dans l'épave. Inès insiste pour soigner correctement Max avant de tenter quoi que ce soit. Je suggère de fabriquer une embarcation de fortune avec les restes de l'avion. Nous savons que le temps nous est compté. La nourriture se raréfie, l'eau aussi. Chacun trouve son rôle. Max dessine un plan pour renforcer notre embarcation, Inès collecte des ressources utiles. Lucas et moi travaillons à réparer le moteur. La grotte devient notre refuge temporaire. Nous organisons des tours de garde. Chaque soir, nous rationnons nos maigres vivres. Max se remet lentement, mais il ne peut toujours pas marcher sans aide. Malgré tout, une routine se met en place. Nous avons cessé de craindre chaque bruit. Nous apprenons à vivre avec l'angoisse constante. La survie est devenue une habitude. Un matin, alors que le soleil perce timidement les nuages, j'aperçois une silhouette à l'horizon. Un bateau ou un avion ? Je cours prévenir les autres. Max, bien que blessé, propose d'allumer un feu pour signaler notre présence. L'espoir renaît. Peut-être que la fin de notre calvaire est proche. L'hélicoptère arrive enfin. Les pales soulèvent le sable en tourbillon alors que nous courons à leur rencontre. Nous hurlons, agitons les bras, fébriles. Quand l'équipe de secours descend, c'est comme si un poids immense quittait mes épaules. Nous sommes sauvés. Mais en montant à bord, je me retourne une dernière fois vers cette île. Une partie de moi y restera, marquée à jamais par ce que nous y avons vécu.